bienvenue sur le plateau de Tous Parents. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de passer une heure en direct avec vous autour de sujets passionnants comme on a l'habitude de les traiter ici. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un des plus grands moments de la vie de parents puisque toute notre attention se portera sur la naissance. Naître, c'est un grand bouleversement, alors nous verrons dans un premier temps comment s'y préparer à l'aide du yoga, aux côtés de Christine Colonna-Césari. Vous êtes professeure de yoga et auteur du livre Le yoga de la femme enceinte, naître en liberté aux éditions Médicis. À vos côtés, Véronique, vous êtes la maman d'un petit Shams d'1 mois et demi et vous vous êtes préparée à son arrivée avec le yoga. Tout à fait. Donc vous nous expliquerez un petit peu tout à l'heure comment vous avez vécu tout ça. Et enfin, c'est aussi aux côtés de 2 sages-femmes, au parcours très différent d'ailleurs, que nous plongerons avec plaisir dans l'univers de la naissance. Muriel Bonnet-Delval, auteure du livre La naissance, un voyage, l'accouchement à travers les peuples, aux éditions L'Instant Présent. Muriel va nous rejoindre d'ici quelques instants. Elle est encore au maquillage. Et de Benoît Le Goédec, un homme, mais vous êtes aussi sage-femme. Bienvenue, vous êtes co-auteur de Bien vivre votre grossesse aux éditions Larousse. Muriel, venez nous rejoindre, je vois que vous venez d'arriver. Installez-vous, prenez place. Merci, je vais marquer mon fils. Eh ben, félicitations, c'est comme ça qu'on dit normalement. Hein. Oui, c'est un grand bien, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Mais vous avez juste raté l'introduction, donc on venait de présenter votre livre, le thème de l'émission, la naissance. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions durant l'émission à nos invités, bien sûr, en nous appelant au 01 46 96 43 64. Vous pouvez dès à présent nous appeler, vous pouvez aussi nous raconter votre histoire personnelle, hein, si vous voulez nous raconter comment vous êtes préparé à la naissance de votre bébé, comment vous avez vécu votre accouchement, si vous avez des regrets et lesquels, eh bien allez-y, vous nous appelez 01 46 96 43 64. J'avais de travers, mais avant toute chose, je tenais à vous rappeler qu'hier, nous étions le 28 mai, le dimanche 28 mai, que c'était donc la fête des mères. Alors comme une maman, c'est fait pour être choyée, eh bien voici un petit cadeau pour toi, ma chère maman, mais aussi pour toutes les mamans du monde. Voilà, tous ces petits bouts ont 3 ans, on les remercie, eux et leur maîtresse, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Voilà ce qui vous attend, Véronique, d'ici 3 ans. Ce genre de jolis petits poèmes. Ça va, c'est pas désagréable? Ah bah non, au contraire. C'est plutôt mignon. Alors, Christine Colonna-Césari, on va commencer par voir avec vous un petit peu comment on peut se préparer à la naissance à l'aide du yoga. Donc, alors, comment vous pratiquez pour une séance de yoga? Ça se passe comment? On arrive, on se dit bonjour, et après? Disons qu'en général, on s'inscrit par téléphone en disant un petit peu pourquoi on a envie de faire du yoga, même si ce n'est pas toujours très, très précis, vraiment défini. C'est un besoin intérieur qui se manifeste à un moment donné. Et à quel stade de grossesse on en est. Donc en général, je me fais un petit cliché quand les femmes arrivent. Je regarde comment elles sont bâties, je regarde leur morphologie, je regarde leur démarche, je regarde surtout leur posture, je regarde leur qualité tissulaire parce qu'on verra que ça a une importance, le regard, et puis ensuite je les intègre dans le groupe. Donc on commence toujours les leçons avec un temps de relaxation pour que les femmes puissent se recentrer, couper avec le stress de la vie extérieure. Je fais tout le temps des exercices aussi pour les aider à récupérer leur schéma corporel, se recomposer leur schéma corporel, puisqu'au moment de l'accouchement, ça a une incidence importante. Et que on est dans un monde où beaucoup de gens ne maîtrisent pas leur schéma corporel. Le schéma corporel, pour expliquer aux gens qui nous regardent ce que c'est. Par exemple, tout simplement, ça veut dire être capable de dire je concentre la main gauche et le pied droit, dissocier la gauche, la droite, en diagonale, etc. Récupérer les morceaux de son corps et en faire quelque chose, les réintégrer, et en faire quelque chose de maîtriser sa globalité aussi. Hein. Et on se rend compte que beaucoup d'adultes, en fait, n'arrivent même plus à distinguer la gauche de la droite. D'accord. Voilà, donc on rassemble les morceaux, hein, voilà, on se recompose, on se regroupe. Ensuite, en fonction des cours, on va faire des postures progressivement.
On fait aussi un gros travail de respiration pour prendre conscience des niveaux du souffle, des différents niveaux de souffle. En fonction des femmes que j'ai dans le groupe, je vais faire un travail pour préparer l'accouchement ou pas. Ça dépend un petit peu. Si j'ai 6 femmes à 3 mois de grossesse, on va peut-être pas le faire. Si j'en ai une qui, dans le lot, a envie d'entendre parler déjà de ça, même si c'est pas mûr dans sa tête, on le fait. Donc, vous pouvez personnaliser un petit peu le cours. Oui, bien sûr. Je personnalise en fonction des besoins. Ça dépend des cours. Il peut y en avoir 3 comme il peut y en avoir 12. Quoi, hein, voilà. Mais en général, ce sont des petits groupes quand même parce que justement, pour faire un suivi personnalisé, on ne peut pas avoir des grands groupes. Donc on voit les respirations de l'accouchement, les postures à faire pour ouvrir le bassin, pour faciliter le passage du bébé à partir de 7 mois et demi, 8 mois de grossesse. On va aussi faire un travail à un moment donné sur les pieds et les jambes, pour se réenraciner, pour récupérer ses jambes, parce que je me suis rendu compte un jour que les femmes qui étaient fâchées avec leurs jambes, avec leur enracinement dans la terre-mère, oui, avaient quelquefois aussi des difficultés au moment de l'accouchement. Benoît, une petite question pour vous. Quand on se prépare à la naissance de son enfant à l'aide du yoga, ça ne dispense pas des cours classiques, on va dire, de préparation à la naissance ? Non, je ne crois pas, parce que je pense que c'est des outils intéressants, mais que la première chose, c'est déjà d'avoir confiance en soi, de savoir être autonome face à l'univers qu'elles vont rencontrer quand elles accouchent à l'hôpital, et qu'il y a une fonction pour ça particulière qu'est la sage-femme, en fait. Et qu'à partir de là, tous les outils corporels et de soutien et d'écoute sont bienvenus, mais que si ils ne sont là sans avoir pu déjà faire une démarche personnelle sur son savoir premier, en fin de compte, je pense que ça ne sera pas suffisant. Donc ce cours-là est important et tout le reste, c'est des petits plus où chacun peut trouver son bien-être en fonction de ses propres besoins. En fonction de ce qui va lui correspondre le mieux. Mais il y a une personne dont la spécificité et que l'on retrouve partout et depuis la nuit des temps, qui est d'accompagner les femmes dans ce moment-là, qui est d'accompagner les femmes dans ce temps de passage-là, c'est les sages-femmes. Et ensuite, je crois que la préparation à la naissance, c'est pas la préparation à l'accouchement. L'accouchement, c'est la part physique de la naissance, mais c'est pas le tout. Oui, il n'y a pas que ça dans la naissance. La finalité, c'est tous les temps qui suivent. Oui, et donc la naissance n'est qu'un petit début de plein de choses. Véronique, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de pratiquer le yoga ? Déjà, je pratiquais le yoga depuis 2 ans, avant. Et puis, bon, pour moi, c'était une évidence, en étant enceinte, de continuer à faire du yoga. Et puis surtout, j'étais persuadée qu'on pouvait accoucher sans une souffrance atroce, avec une bonne préparation. Et je pense que le yoga, pour moi, c'était le meilleur outil. C'est ce qui vous correspondait le mieux. Voilà, ce qui me correspondait le mieux. Vous avez réussi à trouver cette sérénité, ce calme. Voilà. En fait, le yoga, je pense que ça nous permet moi, ça m'a permis d'apprendre à respirer dans le but de me détendre, puisque je pense que plus on est détendu lors d'un accouchement, et mieux il se déroule. Et puis aussi, ça permet de visualiser son accouchement comme quelque chose de vraiment... sans forcément beaucoup de souffrance. Vous parliez de la confiance en soi, et je pense qu'à travers les cours de Madame Coursager, de Madame Colonna Césari, pardon, on acquiert aussi cette confiance en soi, puisque pendant tous ces cours, elle nous rappelle sans arrêt que c'est possible, que l'accouchement est possible sans souffrance atroce, sans péridurale, forcément, qu'on n'est pas obligé d'avoir une épisiotomie, etc. Donc en fait... Muriel, vous avez fait un petit peu le tour du monde, on va dire, donc vous avez rencontré de nombreuses femmes, de nombreuses sages-femmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dans tous les continents ? Dans tous les continents, on met les bobos au monde. Ça, c'est universel. Alors, c'est sûr que, dans certaines cultures où la naissance fait partie du village, de la communauté, où elle est prise en charge depuis que la femme est enceinte par le groupe, le yoga, il est permanent, en fait. Bien sûr. Mais donc, nous, il faut tout réapprendre. À nos sociétés où on est vraiment boulot, on court un peu partout et on oublie de penser à son corps. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une société chez nous où le temps est de l'argent. Donc forcément, on est obligé de vivre avec cela, car c'est notre réalité. Et là-bas, le temps est de l'art. Donc évidemment, on n'est pas dans le même temps.
Donc il faut déménager. Non, pas du tout. Ah non, surtout, on est Alors, bien là où on est. est-ce que c'est possible ici, justement, de prendre son temps à fait. pour vivre les choses comme on a envie de les vivre? Mais absolument. Oui, Benoît, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'à certains moments, il y a deux temporalités qui vont se rejoindre. Celle de la femme, qui est très particulière, et du couple même qui est là. Et puis, quand on est dans l'institution médicalisée, le temps comptable, beaucoup plus. C'est-à-dire un dossier tenu, un examen toutes les heures, une évolution et il faut que les deux arrivent à se rejoindre. Et pour ça, c'est à la femme aussi de savoir dire ce qu'elle veut, ce qu'elle est, et qu'on entre dans sa singularité, en fin de compte. Parce qu'il y a autant de façons d'accoucher que de femmes à ce moment-là. Bon, ça, c'était un beau message. Vous vouliez réagir, Oui, Muriel? D'où l'importance, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, d'où l'importance de l'information. Oui. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Mais quand la jeune femme n'est pas informée, qu'elle arrive dans l'hôpital et qu'elle est prise en charge dans une structure où les sages-femmes, avec toute la bonne volonté qu'elles ont, elles sont débordées. Donc, parce Oui, que parce qu'on la sait qu'on structure manque est de comme personnel aussi à l'hôpital, etc. Donc, mais plus les gens seront informés, je pense que c'est pour ça qu'on est tous ici, dans cette émission, c'est-à-dire que plus les femmes seront informées, les jeunes femmes, les jeunes couples seront informés, plus le travail de l'obstétricien, de la sage-femme, de tous les gens qui entourent la naissance pourront accompagner la femme à avoir une naissance comme elle le désire, c'est-à-dire physiologique, car l'accouchement, c'est un acte physiologique. Alors, Christine Colonna-Césari, on est allé vous voir, on est allé sur place, voir comment se passait un cours de yoga. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, pour vous qui nous regardez, je vous propose tout de suite de plonger au cœur d'un cours de yoga. C'est un reportage de Baya Bélanger. Allez les petites mères, voyons comment vont ces bébés. Donc Florence a un bébé qui est trop haut. Marielle, elle a un bébé qui a eu des vacances mouvementées. Paola, c'est bien, t'as même pas pris de poids. Hein. Même pas, c'est bien. Christine Colonna enseigne le yoga depuis 20 ans. Avec l'aide d'une amie sage-femme, elle a développé des techniques adaptées aux femmes enceintes pour accompagner la grossesse et l'accouchement. On est dans une société qui est très médicalisée en France et que cette société médicalisée, médicalisante autour de la naissance fait souvent perdre confiance en elles aux femmes et qu'elles ont envie d'autre chose. Donc elles vont chercher quelque chose de complémentaire ailleurs. On ramène à l'expire. On recommence et on lâche la femme sauvage. Allez, lâchez la femme sauvage. C'est bien. C'est le piège à contourner. Inspire et expire. Chaque semaine, les futures mères se retrouvent pour une heure de bien-être, avec pour chacune des motivations différentes. On tire un peu parce qu'il ne suffit pas de... Voilà. Déjà, on vit à Paris, tout est assez stressant autour de nous, donc j'avais vraiment envie d'un environnement comme ça, hebdomadaire, où on serait comme dans un cocon et ça serait une petite bulle à part, quoi. J'ai une amie qui avait accouché assez récemment, qui avait un bébé, mais j'avais jamais vu un bébé pareil, qui était présent, éveillé, zen, mais hyper présent. Et elle me disait, mais tu sais, Christine, elle dit que les bébés ces bébés yoga sont tous comme ça, et les massages, etc. Donc voilà, elle m'a donné l'adresse et je suis là. Respire doucement. Donc là, on va essayer de faire descendre ce bébé qui est un petit peu haut. En fonction de chaque cas, Catherine Colonna personnalise les exercices. Tu décambres, pousse ma main contre le mur, expire, on descend. Bouche fermée. Vas-y, Florence. Là. Ça va mieux? Un petit peu, il est descendu. Ah oui. Ah oui, regarde. Là, il est bien descendu. Moi, c'est toi qui dis comment tu te sens maintenant. Non, ça va, j'ai plus envie de vomir. C'est qu'il a dû descendre. Elles ont envie de s'occuper de leur bébé aussi in utero. Ça, c'est très très important parce que c'est une notion qui n'est pas suffisamment connue, qui est l'impact sur la santé du bébé et le développement du bébé in utero, de toutes ces techniques de bien-être quand elles sont vraiment efficaces. Les techniques de respiration, de position et de circulation de l'énergie sont bénéfiques pour la santé du bébé comme pour celle de la mère. On respire uniquement dans le ventre. J'avais un point qui me faisait mal, un peu sciatique de grossesse. Et je traînais ça depuis plusieurs mois. Et puis elle m'a montré une position et en fait ça part tout de suite, quoi.
Voilà, le coussin Christine Colonna spécial accouchement. Fait maison par Paola. Descends un petit peu, il faut que ton bassin soit... Voilà. Appliquées en salle d'accouchement, ces techniques permettent aux femmes de réduire de moitié le temps de travail, ce qui peut parfois surprendre. Ces respirations spécifiques du yoga de l'énergie vont considérablement accélérer et faciliter l'ouverture du col, donc réduire la durée de l'accouchement. Donc je vous rappelle que c'est important de prévenir vos équipes avant, que vous allez utiliser des respirations spécifiques yoga parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne les connaissent pas. Donc ils risquent d'être pris au dépourvu si votre accouchement se passe plus vite qu'ils n'auraient imaginé. Première chose. Ensuite, vous avez besoin de calme pour pouvoir les exécuter tranquillement, pour pouvoir vous concentrer. L'approche mentale, elle est complètement différente si on a une technique respiratoire qui fait qu'on vit autrement les contractions, comme quelque chose qu'on va accompagner, plutôt que comme quelque chose qui va vous agresser et qu'on va subir et qui va faire très très mal. Donc c'est quand même formidable de se dire, je vais passer 3 heures de ma vie à faire mon bébé moi-même. Je dis, mais profitez-en. Les femmes viennent chercher avant tout une écoute et une relaxation complète. Bras droit au-dessus de la tête. Toutes les respirations se font sans forcer. Ça ne sert à rien. On oublie les films américains. Comme ça. Et aussi un peu d'humour. Ça vous a fait rigoler vous-même, hein, Christine Colonna-Césaré? Oui, je me régale. Je me régale. Véronique, est-ce que pour vous, ça a été, vous avez eu le sentiment en tous les cas que ça a été plus rapide grâce au yoga? Ah oui. En fait, je suis arrivée à la maternité... J'étais dilatée à 2, hein, c'était pour un rendez-vous de surveillance, et 6 heures après, mon petit était né en fait. Et j'ai mis tout de suite en place. Vous doutiez de rien quand vous êtes arrivée à la maternité? J'avais des contractions, mais qui me paraissaient vraiment pas du tout douloureuses. Effectivement, j'étais dilatée qu'à 2, donc on m'a dit peut-être que vous allez repartir. Mais à partir de ce moment-là, j'ai mis ma respiration en place, parce que je me suis dit non, je vais pas repartir. Et 6 heures après, Cham s'est arrivé. Donc, oui, donc finalement, c'est assez court. 8 heures pour un premier, en tout, hein? Ça vous semble rapide, moyen? Oui, non, bien, normal. 6 heures. 6 heures. Ah oui, je comptais, pardon, j'ai pas compté, je disais 2 cm. C'est 6 heures, je suis plus contente. D'accord. Ah, mais si c'est plus de 6 heures, vous n'êtes pas contente du résultat? Caricature. À partir de quel stade de la grossesse est-ce qu'on peut commencer le yoga? Il n'y a pas vraiment de... On peut commencer à 1 mois de grossesse, on peut commencer à 6 mois de grossesse, c'est une question de motivation. C'est vrai que plus les femmes sont enceintes, plus elles commencent à se mobiliser. Et moi, je m'adapte. Pour celles qui prennent le train en route, je m'adapte. Celles qui démarrent à 6 mois, c'est pas un problème? Non, 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 on a encore 3 mois devant nous, c'est beaucoup, c'est bien. Dans le monde, parmi tous les pays que vous avez visités, on ne va pas tous les lister parce qu'il y en a beaucoup. Hein, dans votre livre, vraiment, vous racontez votre vie et la vie de toutes ces femmes que vous avez rencontrées. Oui, c'est lié, la vie des femmes. On est une femme parmi les autres dans le monde. Hein. Comment est-ce qu'elles se préparent, les femmes, à la naissance de ce bébé? Est-ce que dès qu'elles sont enceintes, ça devient tout de suite quelque chose de très, très important? Si on prend le Mexique, par exemple, hein, à partir du moment où une femme est enceinte, le bébé appartient à la communauté. Donc il n'appartient pas juste à la femme. Donc, quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Donc, déjà, tout le monde se prépare. Le village se prépare, la communauté se prépare. Donc, l'enfant, il est là. Et la mère, quand elle va ramasser des plantes, elle explique à son bébé. Tu vois, ça, c'est une plante, ça et ça. Donc, l'enseignement commence déjà dans le ventre de la mère. C'est naturel pour ces femmes-là de parler à leur bébé, ce qui n'est pas forcément pour tout le monde. Non, chez nous. Pour nous, ça le devient avec l'autonomie, avec tout ce travail qu'on est en train de faire depuis quelques années, extraordinaire. Mais là-bas, on est en train de réapprendre, en fait, à devenir des mères, des femmes. On a été un petit peu avec... c'est l'histoire de l'obstétrique, c'est l'histoire de l'humanité. On évolue tranquillement avec notre temps. Oui, tout à fait. On revient, si vous voulez. Je crois que dans notre culture, c'est-à-dire que la sage-femme dont parlait monsieur, qui était en effet la matrone traditionnelle, elle savait tout ça. Et puis après, on l'a déplacée avec la médecine, qui a commencé à connaître l'embryologie, l'anatomie, etc. Et puis donc, les sages-femmes ont été reléguées à un rôle subalterne. Et puis, donc l'homme a commencé à prendre tout ce pouvoir médical. La sage-femme était un peu une sorcière, donc il y a eu l'Inquisition, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie d'un processus de médicalisation. Et puis maintenant, eh bien, on est en processus de retournement. Il y a eu des médecins comme Dr Reed, comme Le Boyer, comme Audin, comme Lamaze, comme Audin et tous ces médecins, et maintenant d'autres, qui, donc les hommes qui se sont mis
disons, en parallèle avec le travail des femmes et des sages-femmes pour essayer de revenir à une physiologie de la naissance. Benoît Le Guédec, vous pratiquez des accouchements à domicile aussi. Comment est-ce que vous préparez ces femmes et ces hommes, ces couples qui décident d'accueillir leur bébé chez eux? Ben, je crois que la différence, c'est qu'on a du temps à passer ensemble. Donc il y a une sécurisation affective qui s'installe parce qu'on a 9 mois où on passe et on prend du temps chaque consultation à se discuter, à se connaître. Et puis c'est ça la préparation, c'est simplement cheminer l'un à côté de l'autre tout le temps de la grossesse. Mais moi j'ai une question, là, franchement, je vous regarde parler comme ça fait super envie, mais je me dis, vous prenez jamais de vacances? Si, bien Parce que des fois, je veux dire, il est prévu pour à peu près une certaine date, et si vous êtes en vacances à ce moment-là, on fait comment? Eh ben, je l'ai su 9 mois avant ou 6 mois avant quand elle me contacte. Et vous arrangez vos vacances en fonction de tous les petits bébés? Ça m'est arrivé, mais des fois je refuse cette demande et puis j'oriente vers une autre sage-femme. Ah oui, quand vous savez que vous ne pourrez pas être là. Et puis après, la différence par rapport au domicile sur le moment même, c'est aussi qu'on ne change pas de théâtre, on va dire. C'est nous qui entrons dans le leur, en fait. Et donc, de ce fait-là, il y a tout de suite un équilibre, une collaboration de savoir, on va dire, le savoir de la sage-femme et puis le savoir premier de la femme dont je parlais tout à l'heure. Et puis les deux s'articulent beaucoup plus facilement. En tous les cas, ce qu'on voit bien, encore une fois, c'est les unes et l'autre. Quand vous expliquez, on sent bien qu'il y a la notion de confiance, de partage en tous les cas, que ça semble être la base en fait de tout pour réussir ça. Oui, je pense qu'il faut réapprendre, réapprendre, c'est peut-être pas le mot, mais oui, peut-être pour les femmes en tout cas, réapprendre qu'elles ont la compétence, le ressource et la connaissance même pour y arriver. Et apprendre aux sages-femmes de ne pas leur apprendre, de leur donner confiance en ça. Et ça, c'est pas facile parce qu'on disait aussi à l'hôpital, les sages-femmes, elles sont aussi commis de quelqu'un d'autre. Hein. C'est le chef de service qui est lui-même commis peut-être aux ARH, aux agents régionaux d'hospitalisation, commis elle-même au ministère et aux avis techniques, et puis après à l'opinion, puis on ne sait plus qui dirige quoi. Donc après, il faut apprendre à raisonner, nous les soignants, la technique que l'on a à notre disposition, pour la laisser à disposition des besoins pathologiques, et sinon à la demande des femmes, et puis pour le dépistage. Puis le reste, c'est se mettre vraiment dans cette attente et ce temps et l'écoute de ce qu'ils ont envie de vivre. Tranquille, vraiment. Mais elle nous porte dans ce temps-là aussi, hein, parce que sinon, on ne tiendrait pas ces heures et ces heures durant. Enfin, on est ailleurs, quoi. C'est très, très important. Moi, je sais que toutes mes clientes qui accouchent à la maison, ça se passe très bien. Parce qu'elles sont sur leur territoire et que cette notion de territoire, elle est fondamentale autour de la grossesse et de la naissance. Moi, j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a un problème durant la grossesse ou l'accouchement, il y a très souvent eu un problème de territoire, qui peut être un problème de territoire par rapport à la maison, par rapport au travail, par rapport à la famille, etc. Et quand on commence à parler ce problème de territoire, parce que quand on les voit toutes les semaines aussi, les femmes, elles se confient, on les connaît, on veut dire... Hein, qu'à voir la tête qu'elles font en arrivant, je sais très bien qu'elles ont été contrariées, etc. Véronique qui sourit, ça vous rappelle. Voilà. Et c'est vrai que cette notion de territoire, elle est dramatique dans la façon dont on accouche en France ici. Hein. C'est vraiment, on va sur un territoire qu'on ne connaît pas, qui est celui des médecins, etc. Et ça peut bloquer le processus normal de l'accouchement. Ça peut, là je vais me retourner plutôt vers les sages-femmes, Muriel. Oui. Est-ce que quand vraiment, comme dit Christine, quand on est du coup stressé, qu'on se sent d'un seul coup dépossédé, ça peut bloquer le travail? C'est très important de comprendre que c'est un rite initiatique, c'est un changement de niveau de conscience et c'est un changement hormonal. Alors un changement de niveau de conscience. Ouais, parce que les hormones, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que c'est quand même énorme, oui, mais un changement de niveau de conscience. C'est chimique. C'est chimique. C'est chimique, c'est scientifique. Nous avons peur, nous sécrétons de l'adrénaline. D'accord? Donc si on est dans un système agressif, nous, la femme qui va accoucher, on va sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, il va aller dans tout notre sang, également dans l'utérus, dans tous nos muscles. L'utérus est un muscle. Donc les contractions vont être douloureuses. C'est aussi simple que ça. Donc c'est chimique. Là, tout le monde peut comprendre. Jusque-là, tout le monde comprend. Voilà. On va dans l'autre sens, d'accord? On met la femme dans un contexte où elle est en confiance. Les gens autour d'elle l'accompagnent. Ne la presse pas, elle est dans elle peut bouger, enfin elle est dans une ambiance, un environnement adapté à la physiologie de l'accouchement. Donc la femme, elle va sécréter des endorphines. Et là, d'un seul coup, c'est magique. Eh ben, c'est magique, les endorphines, on les a retrouvées dans le placenta, donc on a
le changement de niveau de conscience, c'est des morphines naturelles, sécrétées par l'organisme, qui vont permettre, et on le voit, une femme qui accouche, on le voit dans ses yeux, on le voit. Mais quand c'est un accouchement avec péridurale à l'hôpital, bon, j'en ai fait aussi, on voit que la femme, tout de suite, vous rentrez, vous savez si la femme elle a une péridurale ou pas. Vous le voyez, comme quand vous dites, quand quelqu'un rentre, et vous voyez, parce que bon, c'est votre métier, vous avez l'habitude, ben, c'est pareil. On voit que la femme, elle est en train de changer de niveau de conscience, il y a la lumière dans ses yeux, il y a un état, il y a une couleur de sa peau, il y a tout ça, il y a une ambiance. Et à ce moment-là, avec le couple, c'est merveilleux, parce que quand les deux, moi j'ai ma belle-fille qui vient d'accoucher là avec mon fils, eh bien, elle me disait hier, oh, c'était extraordinaire parce que j'étais là, je ne l'ai jamais autant aimé, je disais mon amour, je t'aime et tout. Et voilà, et c'était un acte d'amour. Donc faites des enfants, vous aimerez encore plus votre mari, ça va être merveilleux. Mais par contre, c'est vrai que si ça se passe mal, il y a des gens qui disent je veux plus d'enfants. Là, du coup, elle veut des enfants. Je dis mais attends, calme-toi un peu quand même. Tu viens d'en faire un. Oui, tranquille, mais bon, voilà, parce que c'est ça, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux qu'on nous dit j'en veux un autre tout de suite. C'est important ce qu'elle dit parce que viennent beaucoup vers nous aussi, tous les trois, des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Vous recevez beaucoup de femmes qui ont fait une première naissance, on va dire, entre guillemets, classique et qui ont mal vécu le moment et qui cherchent du coup pour la deuxième autre chose, de personnaliser le moment. Je veux pas revivre ça, donc je cherche autre chose, donc je vais effectivement... Mon intuition, ma femme sauvage, me mène sur le chemin des endorphines et non pas sur le chemin du stress. Hein. C'est vrai qu'on entend beaucoup de femmes qui, quand elles racontent leurs accouchements, elles disent que les contractions sont de plus en plus douloureuses. Est-ce que, médicalement parlant, c'est réellement de plus en plus douloureux? Ou est-ce que, justement, c'est ce niveau de stress qui augmente plus on arrive vers la fin parce qu'on sait de moins en moins ce vers quoi on va, donc on sécrète de plus en plus d'adrénaline et donc... on a de plus en plus mal. Il y a une raison physique quand même, mais il faut redéfinir la douleur. La douleur, elle est témoignée comme quelque chose d'atroce déjà, ce qu'il disait, et d'insurmontable, qui ne le sera pas forcément. Peut-être d'appeler ça. Ensuite, la douleur de l'utérus, c'est pas une douleur d'alerte ni de défense, c'est une douleur d'effort. Donc effectivement, il n'y a pas de raison que la douleur soit organiquement insupportable en début de travail. Par contre, elle va augmenter en cours de travail puisque l'effort de l'utérus augmente, l'intensité de l'utérus augmente et le temps de repos entre deux contractions augmente. Mais douleur ne veut pas dire souffrance et douleur ne veut pas dire forcément analgésie non plus. Ça dépend de chaque femme. Mais elle va physiologiquement augmenter. Mais elle va être plus forte sur les derniers temps de travail. Ça ne veut pas dire qu'elle va être insupportable. Il y a certaines femmes qui vont en trouver du sens aussi, et puis qui vont trouver par l'accompagnement un moyen d'y répondre plus facilement. Il y a la technique, et puis il y a toutes les autres réponses qu'on a tendance à oublier. On parlait du territoire, c'était joli tout à l'heure, mais il y a aussi la continuité du lien. Le temps de l'accouchement et de la grossesse peut-être, c'est un temps... de solitude, puisque c'est un regard sur soi-même, c'est initiatique, comme disait. Mais en même temps, il faut que ce soit une solitude accompagnée, sinon ça peut être dans des moments comme ça, des temps de panique ou d'angoisse. Et là, la douleur, elle va être difficile à transcender, quoi. Et ça, c'est l'amour des compagnons quand ils sont là, et c'est l'amour des sages-femmes quand elles sont là. Est-ce que dans les... Je pense que, si je peux compléter sa Allez-y. réponse, il y a quand même aussi deux choses qu'on peut rajouter. C'est que je pense que le seuil de tolérance à la douleur est de plus en plus limité dans notre culture, notre société, parce que c'est devenu culturel. Je veux dire, on va chez le dentiste pour un petit truc de rien, ils sont paniqués si on ne veut pas d'anesthésie, par exemple. Moi, mes dentistes, ils n'aiment pas me voir débarquer parce que je ne veux pas d'anesthésie. Alors que je suis beaucoup moins fatiguée quand je me suis fait un bon endorphine pendant un quart d'heure. En sortant, je pète la forme. S'ils me font des anesthésies, j'en ai pour 15 jours à m'en remettre quand c'est pas pire. Enfin, il y a des dentistes un peu sadiques, hein. Pas tous, mais ça existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le seuil de tolérance à la douleur, parce que les gens ont de moins en moins de recharge endorphinique, ils sont de moins en moins résistants, ils respirent mal, ils sont pollués, ils mangent mal, ils bougent plus. Donc, ils ont plus le même seuil de tolérance, peut-être à la douleur, je pense, que les générations précédentes. Et ensuite, il faut quand même dire une chose, c'est que quand on leur balance une perfusion de Saint-Occinon, c'est sûr que c'est plus les mêmes contractions et qu'elles sont moins supportables. Et que les générations précédentes n'ont pas connu ça. Ce sont les hormones qu'on donne pour accélérer les contractions, c'est ça? Pour démarrer. Et puis il y a aussi la possibilité de laisser la femme s'adapter à sa douleur, ne serait-ce que corporellement. Parce que si une femme qui a mal est bien qu'en marchant et qu'on la met sur une table d'accouchement sous monitoring continu, ce qui n'a pas fait preuve de dépistage sur un accouchement physiologique, on peut, si on veut le faire, au moins en discontinu. Si une femme n'ose plus elle-même parce qu'on n'aura pas donné cet espace de liberté à
à cette adaptation, prendre la posture qui lui convient le mieux, évidemment que c'est de toute façon complètement difficile pour elle aussi, quoi. Véronique, puisqu'on est dans le cadre on parle de la douleur, entre guillemets, comment est-ce que on vous avez raconté ça dans les cours de préparation? Alors, je ne parle pas de chez Christine, mais dans les cours de préparation classiques, et comment est-ce qu'ensuite vous l'avez vécu? En fait, dans les cours de préparation classique, on nous dit de toute manière qu'on va souffrir terriblement et qu'on va même avoir l'impression de mourir pendant l'accouchement. D'accord, on vous a dit ça, parce que tout le monde ne dit pas ça quand même, mais non, vous, on vous l'a dit. Hein, donc, bon, bien que les cours étaient vraiment aussi très bons, mais d'emblée, forcément, on va souffrir terriblement. Ils prenaient leurs précautions, c'est comme ça, ils étaient sûrs que vous ne serez pas déçus, vous aurez votre dose. Voilà. Donc, bon. Le message émotionnel est en contradiction avec le message médical. Et je pense justement que les cours de Christine, ça a renforcé l'autre côté. Moi, j'étais persuadée que ça pouvait se faire autrement et Christine, sans cesse, ça nous rappelle ça. Non, mais alors comment ça s'est passé? Parce que ça nous intéresse quand même de savoir comment vous l'avez vécu. Vous êtes la maman du plateau. En fait, pour reprendre ce qu'a dit monsieur, je pense que les contractions, effectivement, sont de plus en plus douloureuses, mais on peut les subir d'une autre manière. C'est-à-dire que moi, je m'en suis servie comme d'un moyen de travail. Chaque contraction permettait de me concentrer. En fait, et de faire avancer le travail en visualisant, grâce à la respiration, j'ai inspiré et je visualisais que j'allais chercher, on peut parler d'une énergie si vous voulez. Quand j'expirais, elle redescendait et je visualisais, d'après ce que m'avait appris Christine, qu'elle démoulait mon bébé et que mon col s'ouvrait. Donc chaque contraction, c'était le moment de me concentrer pour visualiser tout ça. Et donc, ça a été très efficace parce que je suis arrivée la dernière pour accoucher et j'ai accouché la première. On était 4 femmes qui voulaient essayer toutes de accoucher sans péridurale. Gagner. Et on n'est que 2 seulement à avoir réussi à accoucher sans péridurale. Les 2 autres ont craqué. Les 2 autres ont craqué. Donc j'étais très fière. Et la 3e a hurlé. Donc voilà. Donc moi ça s'est très bien passé. La sortie du bébé, je pouvais même pendant la sortie du bébé discuter avec la sage-femme tranquillement. Et je sais que la puéricultrice, à un moment donné, est entrée dans la pièce. Elle a dit, mais où est sa sonde pour la péridurale? Elle a dit, mais non. La sage-femme a répondu, mais non, elle n'a pas de sonde. Alors elle a dit, mais c'est pas possible. Elle discute comme ça. Je dis, oui. oui. Donc je voulais. J'étais aussi accompagnée par ma maman qui m'a vraiment, qui était en osmose avec moi à ce moment-là, qui vraiment écoutait tout ce que je souhaitais faire. Donc ça m'a beaucoup aussi aidée. Elle avait une présence très harmonisante. Et puis, parce que c'est pas évident pour une maman de trouver sa place à ce moment-là, parce qu'on est aussi, je suppose, submergé par les émotions quand sa propre fille met au monde un enfant. Mais là, elle m'a accompagnée, c'est vraiment le mot. Elle s'est effacée. Si on est bien branché, l'accouchement, c'est quelque chose qui est totalement magique. Et on reçoit une telle énergie. Moi, je sais que quand j'ai été dans les accouchements avec Françoise Bicheron, qui m'a formée, entre guillemets, on passait des heures, je pouvais passer des heures au chevet des femmes, on sortait, on n'était pas fatigué. Ce sont des moments transcendants, c'est magique. On reçoit une énergie folle si on laisse descendre cette énergie sur nous. Les femmes, quand elles paniquent, elles ont peur, elles ferment tout, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'elles sont enfermées en elles et qu'elles ne trouvent plus de ressources énergétiques aussi. Et alors, grâce à cette énergie, on n'est pas submergé émotionnellement. Ça peut être une méditation formidable. C'est intense, c'est merveilleux. Et est-ce que grâce à cette énergie que vous arriviez à récupérer, vous avez pu communiquer en même temps avec vos bébés? Parce que souvent, les femmes, en tous les cas, qui souhaitent accoucher sans péridurale, il y a de ça aussi. Il y a de ressentir un peu ce qui se passe à l'intérieur pour ne pas perdre la communication avec l'enfant à naître. On lui a parlé pendant 9 mois, on l'a caressé, etc. Et quand il sort, on ne veut pas qu'il y ait à un moment donné une coupure, en quelque sorte. En fait, effectivement, la communication, comme disait madame, moi, j'ai débuté... Pendant qu'il était dans mon ventre, je lui parlais tout le temps, je lui ai même parlé de l'accouchement, je lui ai expliqué comment ça allait se passer, je lui ai dit qu'il fallait qu'on allait faire équipe, que s'il m'écoutait, tout allait bien se passer. Donc je pense qu'il m'écoutait. Et puis une fois qu'il est arrivé, la sage-femme, que je remercie d'ailleurs, elle s'appelle Anne-Sophie, je tiens à citer son nom parce que c'était vraiment une sage-femme merveilleuse, Anne-Sophie Couve de Murville, de l'hôpital des Diaconesses. Elle m'a vraiment permis de le sortir moi-même. Elle m'a même mis un miroir où je voyais vraiment sa tête arriver. Donc elle m'a permis de le sortir moi-même. Elle me l'a laissé pendant 2 heures sur moi. Pendant 2 heures. Et ensuite, je l'ai accompagnée pour faire les soins du bébé. J'ai pu tout de suite marcher, en fait. Et donc, j'ai tout fait avec elle. Ah oui, ça, c'est quand même un moment incroyable. Benoît, quand vous mettez des bébés, vous aidez les mamans et les papas à mettre leur bébé au monde chez eux. Comment ça se passe cet instant justement? Est-ce que dès que le bébé est sorti, on coupe le cordon, on fait des soins, etc. Ou justement vous pouvez prendre le temps de le reposer sur la maman et respirer? Voilà, exactement. À domicile, on prend le temps de tout parce que sinon on prend des risques en fin de compte. Et le temps de l'accueil.
Le bébé, il a besoin d'entrer dans le monde aussi une fois qu'il est né physiquement. Donc ça, on a tellement communiqué avec lui in utero qu'on peut dire qu'il est déjà né quelque part. Alors après, il faut faire le lien entre les deux. Et ça, c'est parce qu'il est contre le corps de sa mère et puis parce qu'il va lui soutenir le regard et que le regard va se rencontrer. Donc on prend ce temps-là. Mais je voudrais dire que ça, c'est possible à l'hôpital aussi. La seule chose, c'est qu'il faut que les soignants peut-être en reprennent un peu plus conscience. Elle a accouché à l'hôpital. Et puis que... Donc c'est un bon exemple. Que les femmes savent... Il va y avoir du monde à l'hôpital que vous avez cité. Mais je pense que c'est une question de personnes. De même que de personnes des deux côtés, sauf qu'il faut s'apprivoiser vite en arrivant. Et puis... de même que la péridurale, en fait, on peut aussi sous péridurale. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle soit faite déjà dans le temps de la demande de la femme et pas dans le temps du systématisme de l'équipe, parce que c'est souvent ça le problème. Vous voulez dire qu'en gros, les femmes arrivent, on les installe, on les branche. Elles disent oui, je veux une péridurale, on leur a pas expliqué qu'elles pourraient peut-être dire oui quand. Et que si le oui quand est respecté, ça peut en aider certaines quand même, sans voler tout ça. Et puis presque oui comment, c'est-à-dire oui. Et puis quand elles disent non. Vous êtes sûr que vous voulez pas de péridurale? Oui. Et quand elles disent non, moi je leur dis même, quand vous dites non, allez plus loin, dites je saurais vous la demander si j'en ai besoin, mais ne me reposez pas toujours la question, parce que sinon dans la vulnérabilité de ça. Mais c'est vrai qu'à domicile, il y a une continuité totale. Et puis après, on sait aussi que plus il est là, moins il va se refroidir. Donc on va au contraire privilégier le plutôt contact. Que de le mettre dans une couveuse ou sous une source de chaleur. Et puis on ne fait que les actes qui sont nécessaires en fin de compte. Donc il y a toujours un raisonnement des actes que l'on fait, ce qu'on devrait faire partout. Par rapport à la sensation et ce côté accompagnement de l'enfant, l'autre fois j'ai une femme qui me raconte après que justement cette péridurale ayant été trop dosée et pas faite au moment où elle l'avait souhaité, elle a dit après on m'a analgésié de mes sentiments. Et elle m'a même dit je me suis sentie babysitter de mon enfant. Évidemment, c'est très interrogeant. Donc, les autres femmes, qui entendaient ce témoignage, elles ont pris conscience de cette importance de savoir dire ce que l'on veut, tant que tout va bien, quoi, et de ne pas se faire imposer le reste. Mais ça, le domicile, il porte à ça. Évidemment, c'est le contrat moral, on va dire. Mais l'hôpital le permet. Est-ce que vous pensez que si on permettait justement plus facilement aux femmes d'exprimer leurs désirs, est-ce qu'il y aurait moins de dépression postpartum ? Ah évidemment, non seulement d'exprimer leurs désirs, mais de les respecter. Enfin, c'est le respect, respecter ce qu'elles souhaitent vivre, bien accueillir leur enfant. Après, comment voulez-vous être dans l'élan du lien si déjà avant, on n'a pas pu vivre tout ce qu'on a à vivre, même pour les pères qui sont là d'ailleurs, mais pour la femme qui accouche particulièrement. Si on n'est pas allé au bout de ce chemin-là, alors que le nouveau-né est né, on n'est qu'en décalage. Si on ne prend pas le temps de laisser le lien se faire, qu'on met de la distance dans un moment où il y a besoin de proximité, comment voulez-vous en effet ne pas après retomber un peu? En plus, on parlait de l'état particulier de la grossesse. Je sais pas, moi je fais de l'acupuncture traditionnelle et on dit que la femme est une initiée naturelle pendant la grossesse. Elle est dans l'énergie universelle, dans le ciel antérieur. Et c'est qu'après séparée de son enfant que plouf, elle réintègre le ciel postérieur, son histoire personnelle. Évidemment, si on ne lui a pas laissé capter tout ce que ça a permis, cette ouverture-là, quand elle retombe de haut, elle retombe mal, oui. Je pense que oui. Et ça se retrouve dans la santé du bébé, dans le comportement du bébé, dans le lien, l'osmose, l'accordance mère-enfant aussi. Quand les accouchements se sont mal passés, moi je le retrouve beaucoup dans le corps du bébé en massage. Je peux raconter... Après la naissance, les mamans accompagnées de leur bébé? Bien sûr, et je revois dans le corps du bébé, je retrouve vraiment la grossesse et puis l'accouchement. Véronique, il est comment le vôtre? C'est un bébé yoga? Il est très présent, vraiment. Oui. Au Mexique, par exemple, ils ont une réponse très intéressante dans la tradition pour les dépressions postnatales. C'est le temazcal. Alors, le temazcal, c'est un bain de vapeur amérindien, donc qui était dans la tradition. Les femmes accouchaient dans le temazcal, donc c'est un bain de vapeur avec des pierres qu'on met très chaudes. Dessus, on verse de l'eau, mais de l'eau qui est une tisane. Et donc, on met des plantes chaudes. Voilà. La sauge, on met beaucoup de romarin, par exemple, parce que après la naissance, en fait, il y a la notion de chaud et de froid. Donc, après la naissance, le ventre est froid, puisque la femme n'a plus son bébé. Donc, on va lui redonner de la chaleur pour éviter justement cette dépression.
Donc on la met dans un bain de vapeur chaud, on met de l'eau, une tisane de romarin ou d'autres plantes, ça dépend du pays, mais qui est considérée comme une plante chaude. Comme les pores de la peau sont complètement ouverts, la femme reçoit l'essence de cette plante à l'intérieur, elle ressort de là et les dépressions postpartum n'existent pas dans la tradition. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive à 80% de césariennes. La mondialisation, elle est dans tous les domaines. Mais bon, si on parle du traditionnel, moi je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, je vais travailler là-dedans un petit peu maintenant parce que c'est vrai que les dépressions postpartum, c'est quand même tout à fait facile à éviter. Ça peut aussi être lié à la pointe du coccyx qui ne se remet pas en place, ce que les ostéopathes remettent en place. Je pense que progressivement, les sages-femmes se forment aussi à la gynéco-ostéopathie pour remettre les pointes de coccyx en place pour éviter certaines dépressions de postpartum. Et puis l'accompagnement postnatal, parce que dans beaucoup de maternités, malgré tout, comme les gens sont tronçonnés avec plein de personnels différents, une fois que l'accouchement a eu lieu, ça y est, on a l'impression que c'est fini. Mais en fait... c'est vrai qu'en tous les cas, pour parler juste de chez nous, hein, en France, on est très suivi en général pendant la grossesse. Et après, plus rien. Voilà. Plus rien. Après, on est tout seul chez soi avec son bébé et débrouille-toi. Donc c'est vrai qu'on aurait besoin peut-être d'être... On a besoin d'informations pour dire aux femmes qu'on peut revenir chez elles déjà, tant qu'elles en ont envie. Alors si admettons qu'on ait fait quelque chose de plutôt, on va dire, ce qui rentre dans la majorité des cas, préparation en clinique ou à l'hôpital, accouchement à l'hôpital ou en clinique, et qu'ensuite on se retrouve toute seule et qu'on ait envie d'aller voir une sage-femme libérale. C'est possible. Ben oui, non seulement c'est possible, mais c'est même, et on a lutté pour ça, prise en charge à 100% dans le début dans les 8 premiers jours. Pour que ce soit accessible à tout le monde, sans mutuelle, sans rien, avec les problèmes de sécurité sociale de certaines personnes. Mais après, la sage-femme existe toujours en dehors de ça. C'est comme un médecin généraliste de la grossesse et de la vie postnatale. Donc n'importe quelle femme peut appeler une sage-femme pour cet accompagnement, pour l'écoute, pour pouvoir reparler, pour accompagner un allaitement, pour voir son bébé, parce qu'on oublie cette compétence pédiatrique des sages-femmes aussi, parce qu'on va vers le spécialiste toujours. Mais c'est le généraliste de la grossesse, du début au pendant, à la pré-naissance, la sage-femme. Donc il faut qu'elles n'hésitent pas. Et donc on peut les trouver sur les pages jaunes comme n'importe quel médecin. Voilà. Donc il y a des régions, il n'y en a pas beaucoup. Si vous en avez envie, n'hésitez pas. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà. C'est assez compliqué, les sages-femmes libérales, l'assurance. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai qu'on n'encourage pas quand même... les vocations. C'est vraiment une vocation. Les pratiques. C'est vraiment. En France, il y a des régions, il y en a énormément. Il y a d'autres régions qui sont très pauvres en sage-femme. Et ça n'évolue pas beaucoup. Sur Paris, ça n'a pas beaucoup évolué depuis 20 ans. Vous allez dans les Bouches-du-Rhône, je ne dirais pas qu'il y en a une par quartier, mais presque. Quoi. Il y a toutes les promotions qui arrivent de Belgique. Là. Moi, je suis allée faire mes études en Belgique. Et c'était extraordinaire. Quand je suis arrivée, il y avait 2 Belges et 45 Françaises. Je ne savais pas. Oui, j'ai fait comme vous. Alors, comment ça se fait que tout le monde part faire ses études là-bas? Il faut être motivé parce que c'est pas le même recrutement pour entrer dans les études. C'est une question de concours en fait. En Belgique, c'est un entretien et en France, c'est un concours. Et les gens qui ont très envie de devenir sage-femme sans pouvoir être sûrs ou qui ont échoué au concours peuvent être acceptés dans les écoles belges. Et avec les circulations dans l'Europe, on peut revenir en France. Donc avec un diplôme belge, on peut travailler en France. Vous allez venir travailler chez nous? Moi, je travaille partout. Dans le monde entier. Voilà. Si vous voulez partir accoucher pendant vos vacances loin d'ici, vous pouvez retrouver Muriel. Sage-femme aux pieds nus, je m'appelle. J'ai une histoire comme ça il n'y a pas longtemps. J'ai une patiente que je suivais et qui devait accoucher à peu près à une date où j'étais a priori là. Et puis en fait, on a eu un petit décalage dans le terme et je partais, moi, une semaine en séminaire dans la Drôme. Et elle me dit, elle me dit, écoute, alors moi je lui dis, je vais annuler. Elle me dit, non, c'est moi qui viens. Sa vie, c'est d'organiser des spectacles dans le monde. Elle dit, ma vie, c'est de bouger. Mon enfant va naître comme je vis. Elle me dit, t'as qu'à appeler la maternité de Romans dans la Drôme. Je lui dis, mais attends, vu la difficulté qu'on a à Paris, je suis pas connue, tu crois que ça se fait comme ça? Mais j'ai appelé, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de problème, vous êtes sage-femme et vous la connaissez. Et voilà, on est allé, on a loué un gîte et puis elle s'est mise en travail, il est né là-bas avec moi et puis on est rentré après. Ça laisse des bons souvenirs en tous les cas. Muriel Bonnet-Delval, dans votre livre, vous parlez aussi, on reste un peu dans cet univers de votre rencontre avec le docteur Le Boyer. Vous dites, sa philosophie, c'est attendre sereinement que le nouveau-né se remette de son voyage en supprimant l'agitation fébrile qui l'entoure. C'est vrai que Le Boyer, c'était quand même un pionnier dans les années 70, 74. Et quand c'était un médecin, un obstétricien classique qui prenait les bébés par les pieds, qui tapait, etc. Et puis un jour, il a eu une prise de conscience, il a vu.
il a vu que ce bébé, s'il pleurait, il souffrait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de continuer son travail, il a démissionné. Et il est parti faire un travail personnel sur lui-même. Et donc, il a fait son travail. Il est revenu quelques années plus tard, en tant que médecin, dans les maternités, en disant, voilà, ça va pas du tout la façon dont on fait naître les enfants. Alors, vous imaginez. Alors bon, ça a été un peu houleux. Un peu houleux. Donc, il y a eu la maternité des Lilas, qui a suivi à cette époque-là, et je me rappelle Bernard Fonty, qui travaillait au Lilas à l'époque, puisque j'ai commencé mon travail à cette époque-là un peu. Et il me disait, mais c'est incroyable parce que quand on accouche, comme Le Boyer nous préconise, nous, médecins, on se demande pourquoi on a fait nos 7 ans d'études. Et ça, j'ai trouvé ça tellement honnête, parce que c'est vrai qu'avec tous ces 7 ans d'études, il n'y a rien à faire. Mais les 7 ans d'études, ça permet, quand il y a un problème, d'être là. Parce que bien évidemment, ici, on ne dira jamais qu'il faut accoucher tout seul chez soi comme ça, sans se poser de questions. Il y a quand même des conditions à remplir. Dans votre livre, vous, Christine Colonna-Césari, vous dites que 80% des naissances pourraient se passer sans aucune intervention médicale, mais donc il reste 20%. Non, il faut nuancer ça. Disons que il y a une statistique qui court dans le monde de la naissance, qui est que normalement il n'y a que 20% de grossesses à haut risque pathologique et 80% de femmes qui devraient avoir une grossesse et un accouchement normal. Maintenant, c'est sûr que ces 80% sont de plus en plus bousculés parce qu'on est dans une politique à risque. Et que dès qu'une femme, on la considère comme un individu à risque, on l'angoisse, on la stresse et qu'elle va somatiser, etc. Moi, je vois ça toutes les semaines, des femmes qui arrivent avec des contractions parce qu'on leur a dit un truc qui est pas passé ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que sont devenus maintenant ces 80% depuis les 10 ans qui viennent de passer, là? Vous avez des chiffres? Je ne suis pas très à jour de mes chiffres. Non, mais c'est toujours vrai. Le problème, c'est la définition de la grossesse posée par les spécialistes de la pathologie, qui sont les obstétriciens. Ils ont en effet rien à faire là, dans les 85% de normal. Mais ils ont défini la grossesse comme un état pathologique, en fait. Ils ont dit la grossesse, on ne pourra dire que la grossesse est un événement normal que lorsque l'enfant sera né. Alors évidemment qu'on biaise tout le comportement médical et toute la façon dont même les femmes vont finir par l'aborder est biaisée d'emblée, quoi. Complètement. Et donc les acteurs dont l'expertise et la physiologie que sont les sages-femmes ont aussi été mis sous tutelle, enfin bridés, etc. Et là on est en train de rebasculer par la voix des femmes elles-mêmes qui disent ça suffit. On ne nie pas la technique, mais raisonnez-la. Et le problème, c'est que la voix des femmes, ce sont les sages-femmes, et dès que les sages-femmes essaient de s'exprimer, on les remet sous l'eau parce qu'on parle de corporatisme, d'idéologie. Non, ce n'est que la voix des femmes. Chasse aux sorcières, disons. Oui. Et ça, c'est difficile. Pour illustrer ça, je voulais juste raconter la sortie de mon bébé, en fait, parce que justement, il y avait un problème pour juste la sortie au niveau des lèvres, de la tête. Et le gynécologue obstétricien a voulu, au bout d'un moment, venir faire une épisiotomie. Et la sage-femme, donc Anne-Sophie, dit non, laisse-moi faire, je me débrouille. Et en fait, elle a passé du temps à huiler mes lèvres, en fait, le périnée, elle le huilait pour que la tête puisse passer plus facilement. Donc elle a refusé finalement. J'ai pas eu d'épisiotomie, non. Comme quoi, bon, ça, on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'en tous les cas, vous en parlez dans votre livre, Muriel, il y a un nombre de choses qui permettent de supprimer les inconvénients et qui évitent les fuites urinaires pour quand on est un petit peu plus vieille, ce genre de choses. Et voilà. Je suis vraiment désolée, on arrive à la fin de cette émission, il nous reste vraiment 4 minutes, voilà, comme ça tout le monde est au courant. On va faire un petit tour de table parce que ça passe toujours très vite. Christine Colonna-Césari, je voudrais avec vous que vous nous réexpliquiez très rapidement quels sont les conseils qu'on peut donner aux femmes qui souhaiteraient suivre une préparation yoga pour se préparer à la naissance de leur enfant. Comment est-ce qu'elles peuvent être certaines de choisir la bonne personne? Oui. Déjà, je pense qu'il faut leur dire qu'en France, le yoga n'est pas une profession réglementée, donc n'importe qui peut s'installer professeur de yoga, peut avoir fait une formation sur 1 mois, 8 jours ou bien 4 ans, comme dans les écoles les plus sérieuses qui répondent au programme minimum européen sur 4 ans. Donc c'est important déjà de se renseigner sur la formation du professeur, qui est savoir qu'il n'est pas sans dilettante simplement parce qu'il a fait 3 mois de yoga avec une copine et puis qu'il se dit tiens je vais le faire. Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui ait fait une démarche de spécialisation comme moi je l'ai fait avec une sage-femme pour pouvoir après accueillir les femmes
enceinte en cherchant, en sélectionnant dans le yoga ce qui va être approprié, utile, etc., efficace pour elle. Donc ce sont des cours qui sont réservés aux futures mamans. Ce ne sont pas des cours où il y a tout le monde qui vient et où on dit à la femme 10 fois par cours, bah, ça tu le fais pas, tu restes assise contre le mur, parce que c'est une façon de les exclure qui n'est pas tellement intéressant pour elles. Et puis je pense qu'il faut aussi certains critères dont je parle dans mon bouquin, qu'elles sortent déjà bien vraiment détendues, sans contraction qui se déclenche à la fin d'un cours. Ça c'est après le premier cours, une preuve que ça s'est bien passé aussi. Voilà, sauf si vraiment, bon, elles sont vraiment à 8 jours du terme par exemple, elles ont peut-être fait un travail qui les a un petit peu mobilisées, etc. Et puis, je crois que de A à Z, du début jusqu'à la fin, et on dit tous la même chose, commencez à réveiller la femme sauvage en vous, c'est-à-dire, vous savez ce qui est bon pour vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Si votre gynéco il vous dit, mais madame, si les angoisses donnaient des contractions, ça se saurait, dites-lui d'aller se recycler et puis aller voir ailleurs. Et voilà, par exemple. Très bien. Donc, si vous voulez réveiller la femme sauvage qui est en vous, on vous conseille le livre de Christine Colonna-Césari, Le yoga de la femme enceinte, Naître en liberté aux éditions Médicis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christine. Merci, Véronique, de nous avoir apporté votre témoignage. Un petit mot pour la fin, Muriel. Oui, j'aimerais bien dire quelque chose qui pour moi est très important, c'est qu'en fait, il faut arrêter la guerre. Arrêtez la guerre, faites des bébés. Il faut rassembler le scientifique et le sacré. C'est main dans la main qu'on arrivera à évidemment, évidemment. On a désacralisé la naissance pour la scientifique. Non, on a la science, on a le sacré. Rassemblons, nous tous ensemble, et arrêtons de se battre. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Muriel, son livre, La naissance, l'accouchement à travers les peuples, un voyage aux éditions L'Instant Présent. Et vous, Benoît, vous avez coécrit Bien vivre votre grossesse aux éditions Larousse. Plein de conseils pour vous accompagner dans votre quotidien. Vous voulez dire un petit mot, vous aussi ? Dans le livre, je me suis occupée des hommes. J'ai écrit tout ce qui concerne l'accompagnement de l'homme. On n'en a pas beaucoup parlé, mais, voilà. c'est très important, effectivement, de parler des papas. C'est que les femmes se fassent confiance et puis soient plus sensorielles que mentales dans ce moment-là. Découvrir un peu la sensorialité et savoir dire au corps médical qu'elles savent. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine autour d'un autre sujet. Nous parlerons des quenottes de nos enfants. Alors, comment les entretenir, quelle brosse à dents acheter, quand est-ce qu'on doit l'emmener chez le dentiste. Tout ça, c'est la semaine prochaine dès 15h. Vous pouvez dès à présent nous laisser vos questions sur l'adresse mail de l'émission, tousparents@direct8.net. Vous pouvez aussi nous dire ce dont vous souhaiteriez qu'on parle. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée sur Direct 8. Et n'oubliez pas, parce que rien n'est plus beau que de donner la vie, utilisez vos 9 mois de grossesse pour choisir la façon dont vous souhaitez mettre votre bébé au monde. Et surtout, ne laissez personne, mais alors là vraiment personne, décider pour vous.